on accueille maintenant un cinquième invité. On accueille Guillaume Manchoué-Otani ce soir. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Donc, parlons justement dans le format LNH des Bruins de Boston. J'en ai glissé un mot la semaine dernière. On disait, bon, un début de saison incroyable. Ça s'est poursuivi. On est 8 victoires avec une défaite en prolongation, aucune défaite encore en temps réglementaire. On domine évidemment l'Atlantique, on domine l'association de l'Est. Éloi, les Bruins sont encore là pour rester au sommet. Donc, malgré qu'on pensait peut-être que c'était finalement cette année qu'on commençait à avoir des difficultés de ce côté-là. Ouais, pour vrai, Boston, c'est incroyable à quel point ils jouent du gros hockey. Tu sais, là, je regardais justement leur match hier contre les Panthers. Là, c'est 2-0. Puis j'étais avec un fan des Bruins, justement. Puis c'est comme, ils n'ont aucune panique. Tu sais, c'est 2-0 Floride. Ah, OK. Tu sais, ils savent qu'ils peuvent remonter la pente. Puis effectivement, créer l'égalité 2-2. Après ça, McAvoy, il y a une pénalité de 5 minutes. Pas de panique. On tue la punition. Après ça, on gagne en prolongation. Donc, c'est une équipe qui est tellement puissante. Puis qui sait qu'elle peut gagner tous les matchs dans toutes les circonstances. Puis je pense que tout ça part d'en arrière. Tu sais, le système défensif, mais aussi, il faut admettre que les gardiens font les arrêts. Tu sais, il y a le système, mais Swayman, il y a un pourcentage de 957 en ce moment. Ullmark, 939. C'est une équipe qui est en confiance, qui fait très peu d'erreurs. Puis, écoute, il joue vraiment le meilleur hockey de la Ligue nationale, d'après moi, là, en ce moment. Guillaume, à tes yeux, est-ce que c'est la meilleure équipe de la Ligue en ce moment? La meilleure, non. Je pense que Vegas vraiment sont une coche au-dessus. Mais en fait, si je ne me trompe pas, en plus, dans mes prédictions, je les avais mis quand même assez haut. Ou du moins, j'étais un des seuls à ce niveau-là. Mais non, comme Kilroy l'a dit, la culture est déjà établie. Le système, il est là. Les gars, ils connaissent le jeu. Donc, c'est vraiment un très bon système. Les gars sont capables de jouer. Puis, peu importe que tu as à plugger quelques joueurs à gauche et à droite, tu as quand même le même noyau avec Marchand, Pasternak, DeBrusque. Puis là, tu rajoutes Zaka avec ça, qui a une belle connexion avec Pasternak, les deux sont check. Donc, c'est vraiment une belle équipe. Puis, avec l'émergence en plus de Mathieu Poitras, qui aussi fait des belles choses. Puis, je pense aussi que ça part de Jim Montgomery. Il faut l'oublier, faut pas l'oublier, mais quand il était à Dallas, il y avait quand même beaucoup de succès. Là, si c'était malheureusement pas ce qu'il était pas de qu'est-ce qui s'était arrivé. Il aurait continué à avoir du succès et tout. Donc, qu'est-ce qu'il a gagné? Le trophée du meilleur coach de l'année passée, c'est pas rien. Là. Je veux dire, qu'est-ce que Linus Olmark a fait dans sa progression? C'est pas rien non plus. Là. Donc, je pense qu'il faut donner vraiment crédit à tout l'ensemble de l'organisation qui est capable de garder une stabilité, mais une stabilité, même si il y a des gros joueurs comme Bergeron et Krejci partent. Ben, tu as mentionné Mathieu Poitras, puis je vais t'en parler, Marc-Antoine. C'est quand même impressionnant de voir que, tu sais, veux pas, oui, c'est un choix quand même assez tôt au repêchage, mais ça reste que c'est pas un choix, exemple, dans le top 10, top 15, puis on l'insère dans la formation, puis ça fonctionne tout de suite. Tu sais, c'est ce qui est impressionnant, j'ai l'impression, du côté des Bruins, c'est que peu importe qui on va insérer à quel endroit, il va produire, il va faire le travail, puis ça va fonctionner. Là. Ouais, écoute, c'est vraiment à rien comprendre, honnêtement. Tu peux te trouver dans la Ligue nationale un exemple et son contraire. Tu as tout le temps des gens qui vont dire ah, la culture, à partir du moment que tu as une bonne culture, là, tu peux faire rentrer n'importe qui pratiquement, puis ça va fonctionner. Puis là, tu as Boston, qui est un exemple marquant de ça. Tu regardes, puis tu as l'impression que tu pourrais rentrer un gars de troisième ronde, puis il arrive, puis il est capable d'avoir un certain succès. C'est vraiment, vraiment particulier, mais je suis content pour les Bruins, surtout. Parce que si ce n'était pas du fameux repêchage, celui qui est juste avant Pasternak, je suis quand même bon pour les rangs de repêchage, mais je ne suis pas nécessairement bon pour me rappeler, ah ça c'est l'année, mettons, Connor McDavid, etc. Mais l'année où ils ont saboté leurs 3 choix, là, DeBrusque, il est le fun, c'est un bon joueur, mais la fameuse année là, DeBrusque avec Zboril, puis Senyshyn, ça n'a aucun sens. Il fallait vraiment que ça soit 3 coups de circuit parce que c'était 3 gars qui n'étaient même pas ces listes top 15 de personnes. Là. Puis ils sabotent ces choix-là, puis l'année d'après, ils prennent Pasternak. C'est à n'y rien comprendre. C'était quasiment à se demander, t'aimes-tu le recruteur de Boston en chef? Ben, je suis pas prêt à dire que oui, mais je suis pas prêt à dire que non. T'sais. Un gars comme Mathieu Poitras, il arrive, deuxième ronde, il arrive, il joue pour le Storm de Guelph, puis tassez-vous là, ça fonctionne. Fait tu as tout le temps tout son contraire dans la ligue. Content que cette culture-là est visiblement assez solide. Puis ils sont bons parce qu'ils sont dans une transition où on pense que tranquillement, pas vite, il faudrait qu'il y ait ailleurs. Mais des gars comme Zaka, que ça n'a jamais fonctionné aux Devils,
Oh, tabarnouche, lancez-vous de là. C'est un premier centre. Ça fonctionne super bien avec Pasternak. Pasternak, c'est comme si Bergeron il est encore là. Alors que je pensais que c'est un joueur assez unidimensionnel, très créatif, mais s'il y a on travaille pour lui, il va-tu être à 60 buts, 114 points? J'en doute. Et pourtant, en ce moment, il est à peu près sur un rythme de croisière qui va l'amener pas loin des 100 points, puis peut-être une quarantaine, voire une cinquantaine de buts. Donc, tant mieux. Puis écoute, Mathieu Poitras, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, s'il y a une chimie qui fonctionne, on va peut-être jamais avoir à faire une reconstruction. Là. Si les choix qu'ils ont se rentabilisent d'une certaine manière, ben, peut-être que Mathieu Poitras va jouer avec Pasternak, puis que Zaka va se retrouver sur une deuxième ligne, puis que finalement, on va être capable de signer un joueur qui va jouer à gauche, puis que finalement, tout va se mettre en place parce que, un pouce de nombre, il reste énormément de hockey. Charlie McAvoy, extraordinaire. Là, je trouve ça plate, le coup qu'il a donné. D'ailleurs, c'est un autre dossier, mais je voulais vanter son début de saison, mais malheureusement, il arrive. C'est plate de donner une tape dans le dos à quelqu'un qui vient de commencer. Un groupe de même, mais bon, ça, c'est un autre dossier probablement. Hallmark, l'année passée, on se dit, si tu as un feu de paille, ça n'a jamais fonctionné nulle part, ben, ça fonctionne, esprit, avec Boston. Écoute, tant mieux que ça fonctionne, puis il nous donne vraiment du beau hockey, puis je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui apprendraient de leur style de jeu parce que des équipes comme New York, mettons, ou des équipes que une année ça fonctionne, l'autre année ça fonctionne moins, ben eux, tu vois que le système y est compris. Puis moi, je pensais que quand Claude Julien, à l'époque, qui coachait Boston puis qui jouait comme qu'il jouait, je pensais qu'à Montréal, on allait avoir sensiblement le même style. Mais c'est quasiment une culture là, intrinsèque à l'identité de quand tu mets le chandail de Boston, tout le monde rentre dans le moule, tout le monde a son rôle. Puis tant mieux, écoute, je trouve ça vraiment agréable à regarder les matchs de Boston. Puis en ce moment, il bien des équipes. Là, ils sont 97,3% des avantages numériques. C'est fou. Là. Genre, ça n'a aucun sens. Puis ils ont 1,6 buts alloués par match. Là. Défensivement, ils sont impeccables. Puis en compte 3, ce qui est correct. Mais quand on a le autant pas, ben, tu as des victoires. Ça va être ça peut-être toute l'année, mais ça, c'est bon parce que c'est une équipe qui est déjà, qui joue déjà comme un peu comme ça joue en série. Fait que, ça va être plus facile pour eux. Mais non, vraiment, ils sont impressionnants. Je veux parler aussi de DJ Smith. J'en ai parlé un petit peu en introduction, mais les Sénateurs connaissent encore un début de saison coup ça. On avait bien lancé avec 3 victoires, 1 défaite, et là, par la suite, ça s'est compliqué. Il est encore tôt, mais ça ne semble pas super bien aller non plus du côté d'Ottawa. Éloi, est-ce que tu penses qu'on est dû pour un changement d'air de ce côté-là? Ben ouais, tu sais, je pense que l'an passé, toute la saison, on en parlait un petit peu, DJ Smith, c'est sa dernière chance. Puis à la fin de la saison, est-ce qu'on va passer à autre chose côté d'Ottawa? Là, tu sais, c'est ça. L'année passée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est peut-être sa dernière chance. Là, ils sont 4-4 avec une équipe qui a plus de talent. Je pense qu'il est trop tôt pour faire ce geste-là. Là, tu as décidé de commencer la saison avec lui, ben assume, puis attends au moins, je dirais, la fin novembre, là, avant de voir comment ça se passe. Mais force est d'admettre que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Puis il faut qu'il renverse la tendance, d'après moi, c'est ça, d'ici le début du mois de décembre. Là, parce que 4-4, ça ne devrait pas représenter ce que ce club-là est capable de faire. T'sais, il y a trop de firepower à l'avant, le club est trop solide en défense, ils ont le gardien qu'ils voulaient. Ils n'ont pas de raison vraiment d'être 4-4. Donc, c'est ça. Je pense que pour éviter que ce soit lui le bouc émissaire pour ça, ben, il faut que ça se replace au mois de novembre. Puis il y a du leadership. Là. C'est pas comme, en tout cas, je pense. Rudy Ketchup, c'est un super grand leader. T'as Claude Giroux. C'est pas comme si, je pense pas qu'il y ait des pommes pourrites. Là, parce que Brady Ketchup, le connaissant, là, ça passerait pas. Là, ouais. J'ai de la misère à vraiment voir ce qui marche pas là. Sinon, Guillaume, Éloi a parlé de la situation des gardiens. On l'a vu, là, je pense que c'est la semaine dernière, que Forsberg revient devant son filet. Finalement, on le retire. On ne l'avait pas averti qu'on devait le retirer. C'est un manque de communication qu'on a avec le coach et un problème de ce côté-là? Ben, peut-être effectivement, je pense que le contrat en plus qui avait été donné à Korpisalo démontrait entre autres que c'était pas mal lui le numéro 1 et tout. Là, donc, il faudrait effectivement voir à ce niveau-là. Mais ça revient effectivement que DJ Smith peut-être doit partir, étant donné que surtout dans des situations de nouveaux propriétaires, c'est souvent ça qui arrive. La personne veut son homme. La personne qui achète l'équipe, excuse-moi, veut son homme. Puis, tu regardes aussi avec les coachs qui ont été engagés cette année-là, un peu en même temps que DJ Smith.
tu as Todd McLellan, puis tu as Sheldon Keefe qui est un peu plus loin au début de l'année, en 2019. Tu regardes, Todd McLellan, il a été au moins une couple de fois en série. Ça c'est pas. Ça laisse à désirer quand même casquer avec les Kings, mais il y a quand même quelque chose de bâti. Fait au niveau de DJ Smith, clairement que c'est pas. Les résultats sont pas là. Donc, des fois, peut-être, c'est peut-être plus un coach de développement. Il a quand même fait des belles choses avec les joueurs qui sont arrivés depuis, là, les jeunes joueurs recrues. Donc, peut-être c'est plus un coach de développement, puis qu'il faudrait maintenant passer à une voie qui est plus prête à compétitionner vraiment dans les séries. C'est drôle parce que tu mentionnes parmi les deux Sheldon Keefe, qui lui non plus, son poste semblait pas assuré à Toronto dernièrement. Bon, là, a signé une prolongation de contrat, mais tout de même, ça reste que lui, son équipe, au moins, fait les séries à chaque année, puis on est toujours dans les meilleurs de la Ligue en saison régulière. Donc, on voit que les attentes ne sont pas les mêmes en fonction non plus de l'organisation. Marc-Antoine, toi, à tes yeux, est-ce qu'il est temps qu'on fasse le ménage à Ottawa et qu'on change d'entraîneur-chef? Mais je suis assez d'accord avec Éloi. Tu débutes la saison, puis c'était à prévoir. Tu prévois tous les scénarios, puis tu fais OK, qu'est-ce qui arrive si, mettons, on est, je sais pas moi, 0 puis 7, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même que tu laisses un buffer, comme on dit un peu en anglais, une marge de manœuvre. Puis est-ce que je le renvoyerais? Est-ce que je souhaiterais qu'il quitte en ce moment? Pas nécessairement. Je ne le renvoyerais pas nécessairement là, mais forcé d'admettre une chose, par contre, c'est que moi, je suis jamais un fan de on prend un joueur, puis là, soudainement, on fait un échange, puis là, rapidement, on met toutes des pièces ensemble, puis on espère que ça marche. Je pense que c'est un processus un peu plus long. Je l'ai répété quand même plusieurs fois. Puis c'est aussi quand même des joueurs qui ont pas nécessairement à mon humble avis, des réputations nécessairement de joueurs, là, ils vont à la guerre, tu sais. Tarasenko, c'est pas ça. Tu sais, Kubalik, c'est pas plus ça qu'il faut non plus. Chabot, honnêtement, moi, je l'adore, mais je suis quand même conscient que c'est pas facile. Là, il est blessé, mais n'empêche que c'est pas un joueur nécessairement que c'est reconnu comme oui, tu vas à la guerre. Là. C'est un Dan Girardi à l'époque ou un Ryan McDonough. C'est pas tout à fait ce type de défenseur-là. Donc voilà. Puis je pense qu'il n'y a peut-être pas nécessairement la poigne. Je trouve qu'il semble un coach un peu désorganisé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement une connexion extraordinaire avec le vestiaire non plus. Qu'il soit capable de revirer le bateau, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va fonctionner, mais ne serait-ce que par souci d'être un peu business là-dedans, là, de montrer que, oui, là, on va lui laisser le temps, puis c'est encore un début de saison, puis peut-être qu'ils vont connaître un mois de novembre extraordinaire, puis que finalement, on va penser à DJ Smith en se disant, ouais, finalement, c'est peut-être un pas si mauvais coach que ça. Puis s'il rentre en série, puis finalement, il gagne 2 rondes, ben, il va rester là encore une année ou 2 ou 3. Là. Donc, des fois, ça vire rapidement à la Ligue nationale, puis c'est une capacité d'adaptation. Je ne suis pas son plus grand fan, mais j'estime qu'il faut quand même y laisser encore un mois là, avant de pouvoir vraiment tirer des conclusions. Là. Puis j'ajouterais aussi les sénateurs en novembre. Là, on s'en va en Suède. Donc, on dispute sur une période de 13 jours, on dispute 2 matchs. Évidemment, il faut laisser le temps s'habituer au décalage horaire et tout ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fin de saison, là, des 3 matchs en 4 soirs, on va en jouer souvent. Sur 2 semaines, jouer 2 matchs, là, c'est ça. À partir de décembre, là, ça va être un horaire très, très chargé pour les sénateurs jusqu'au 16 avril à la fin de l'année. Là, donc, vraiment, ça va être une pente montante, je dirais, pour les Sens après le mois de novembre. Il faut se mettre dans une bonne position rendu là. Je regarde, ils ont 3 matchs par semaine en novembre. Une semaine de 3, une semaine de 4, puis après ça va suivre 2 semaines. C'est quand même du gros stock. Là. Ouais. Ou en tout cas, mettons, en dedans de 7 jours, là, ils ont 7 matchs. Après ça, ils ont vraiment. Ils ont un gros mois de novembre. Moi, j'attendrais le mois de novembre. Je regarde, je joue contre LA, Tampa, Toronto. Ça, c'est quand même des bonnes équipes. Ça, tu as Vancouver, Calgary, Détroit. Mais je pense que novembre, si t'es pas au-dessus de 500, bye-bye, là, honnêtement, parce que là, tu peux pas être à 500 ou en bas après 20-25 matchs. Là, c'est pas bon. Là. Fait que, Puis je reviens avec le point que Guillaume a mis tantôt que je trouve intéressant. Puis je m'étais posé la même réflexion lorsqu'on a changé de propriétaire à Ottawa. Je croyais qu'on attendait le nouveau propriétaire pour faire ce changement-là. Et finalement, on a décidé de continuer cette saison-ci avec DJ Smith. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se poursuivre parce que Pierre Dorion ne veut pas, je crois que lui aussi, à un certain point, son poste peut être en danger parce que les performances de l'équipe, c'est son équipe qu'on voit sur la glace. Donc, je pense que lui aussi pourrait avoir une influence sur la rapidité
qu'on lance la gâchette pour dire on change d'entraîneur pour se donner une chance de voir si son l'équipe qui a bâti, peut avoir des meilleurs résultats. Sans comparer les deux situations, on n'est pas dans les mêmes moments, mais un peu à l'image quand Marc Bergevin a décidé de faire le changement pour Dominique Ducharme. La saison commençait à devenir relais pour le Canadien. On a voulu faire un changement rapide pour essayer de gagner. Ça s'est terminé en finale de la Coupe Stanley. Donc, on l'a gardé une deuxième année. L'année suivante, c'était terminé, mais tout de même, il s'était gagné un petit peu de temps, si on veut, pour continuer à la barre de l'équipe. Donc, j'ai bien hâte de voir ça aussi, le jeu de coulisses, comment ça va se dérouler à Ottawa.